explorez ces lieux étrangers. Voyez ces vases, ces tapisseries, ces statues grinçantes et ces mosaïques brisées. Toutes ces choses ont une histoire. Une histoire que je vais vous raconter. Je serai fidèle à la vérité, mais parfois mes souvenirs me font défaut. Et certaines histoires qui m'ont été transmises sont confuses à force d'être répétées ou embellies par des poètes, ou alors n'ont jamais été vraies. Et certaines des histoires que je vais vous raconter sont si stupéfiantes que vous pourriez ne pas les croire. De nombreuses villes tomberont dans cette histoire. Peu sont aussi majestueuses que Babylone, jadis la plus grande ville du monde. Une ville où les jardins poussaient sur les toits, irrigués par l'Euphrate étincelant, qui coulait à travers le cœur de Babylone. Une ville dans un écrin de murs lapis-lazuli et de portes baptisées du nom des dieux. Darius, récemment couronné roi des Perses, n'était pas là pour admirer le paysage. Les Babyloniens rejetaient l'autorité de Darius. Alors il répondit comme tout bon roi perse, avec une colère tonitruante. Depuis leur royaume, les Perses apportèrent tous les outils de destruction qu'ils purent trouver. Des tours de siège menaçantes, des béliers à tête de fer et des flèches enveloppées de lin enflammé. Pour Babylone, les Perses apportaient la mort. Vous pensez peut-être que Darius n'était rien d'autre qu'un conquérant violent. Et en effet, il écrasait brutalement tous ceux qui s'opposaient à lui. Mais il était aussi un excellent administrateur. Une fois le massacre terminé, il divisa son empire en provinces nommées satrapies, gouvernées par des hommes de confiance. À l'ouest de l'empire se trouvait la satrapie de Lydie, que Darius donna à son demi-frère, Artapherne. Une affectation éloignée mais pas désagréable. La Lydie était une terre riche de beaux chevaux, de rivières aurifères et de vins rivalisant avec celui de la Méditerranée. Sur la côte occidentale de la Lydie se trouvait l'Ionie, où habitaient les Grecs qui, des siècles plus tôt, avaient implanté des colonies le long de la côte ionienne. Ces Grecs causaient rarement des problèmes à leurs maîtres perses. Tant que les Grecs payaient leur tribut à temps, les Perses étaient heureux de laisser leurs sujets étrangers faire ce qu'ils voulaient. Vint alors Aristagoras, le souverain de la ville grecque de Milet, un homme dont les ambitions dépassaient régulièrement les capacités. La tête remplie de gloires imaginaires, Aristagoras se rendit à la cour du satrape Artapherne et proposa un plan à son maître. Si les Perses fournissaient une flotte à Aristagoras, il partirait conquérir l'île de Naxos pour le grand roi. Cela intéressa Artapherne. Naxos était un joyau qui plairait sûrement à son demi-frère le roi. Artapherne rassembla donc tout ce dont l'expédition aurait besoin. Charpentier de marine et timonier, bagagiste et quartier-maître, bois de cèdre pour les trières et bois de cornouiller pour les lances, des chèvres dodues à consommer et des agneaux blancs pour les sacrifices. Une glorieuse conquête semblait devoir suivre. Ayant dilapidé la flotte du grand roi, Aristagoras craignait à raison pour sa tête et d'autres parties de son corps. La peur pousse parfois les hommes à entreprendre des actions inattendues. Plutôt que de fuir, Aristagoras se rebella. Aristagoras savait qu'il aurait besoin d'une grande armée. Il se rendit en Grèce avec une carte, montrant le riche empire perse, espérant convaincre quelques hommes avides d'or de lui prêter main forte. Les prudents Spartiates refusèrent son offre. Mais les Athéniens, avides d'aventure et habitués des décisions irréfléchies, furent aisément convaincus. Accompagnés des chasseurs de trésors athéniens,
Aristagoras traversa l'Ionie et rallia de nombreuses villes à sa cause, déposant un à un les dirigeants loyaux à la Perse. Certains pensent qu'Aristagoras était un défenseur de la liberté grecque. D'autres prétendent que c'est le désespoir ou la honte qui l'animait. D'autres encore pensent qu'il était guidé par sa soif de pouvoir. Quelle qu'ait été la vérité, la satrapie autrefois paisible d'Artapherne devint le théâtre d'une grande rébellion, menée par un homme qui n'avait plus rien à perdre. L'armée d'Aristagoras, une turbulente bande de rebelles aux abois, d'indépendantistes dévoués et de chasseurs de trésors avides, avançait ses pions avec une rare audace. Ils arrivèrent à Sardes, la puissante capitale de la Lydie, qu'Artapherne gouvernait dans la richesse. Tels des loups affamés attaquant un troupeau d'agneaux, les Grecs envahirent les rues et écrasèrent la garnison mal préparée. Artapherne observa avec horreur comment Aristagoras, qui avait échoué face à la minuscule Naxos, avec une armada perse à ses côtés, avait-il pu s'emparer de Sardes? En l'espace de quelques instants, les Grecs avaient conquis Sardes dans sa totalité, à l'exception de l'acropole, où Artapherne se préparait à défendre sa position. Pour les Perses, le feu est sacré. Dans ces flammes, ils voient la lumière et la vérité de leur Dieu suprême, Ahura Mazda. Imaginez leur horreur en voyant s'embraser les sanctuaires sacrés de Sardes. Imaginez leur peur tandis qu'ils tentaient de combattre les flammes impitoyables. Imaginez leur rage en voyant Aristagoras fuir avec ses maraudeurs grecs. Volontaire ou accidentel, l'incendie de Sardes serait bientôt la source des horreurs qui devaient s'abattre sur les Grecs et les Perses. Invasion, massacre, carnage, siège. Tant de choses que je vous raconterai en temps voulu. Artapherne n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Tout ce qui lui importait, c'était de traduire le traître Aristagoras en justice. Le visage noir de suie, Artapherne rassembla ses plus rapides cavaliers et se lança au galop à la poursuite des rebelles. Tel un boxeur surpris par un crochet et qui se tourne vers son adversaire, sa rage décuplée, Artapherne asséna sa première contre-offensive à la rébellion à Éphèse. Les Perses s'attendaient à ce que cette révolte se brise au premier obstacle. Et pourtant, les Grecs persévérèrent. Artapherne savait quoi faire. Il dirigea la totalité des forces perses vers Milet, la ville d'Aristagoras et épicentre de la rébellion. Ce ne fut pas une tâche aisée. Milet était une puissante métropole, célèbre pour sa richesse. Depuis son port fourmillant, de nombreux navires partirent établir des colonies sur les côtes de la mer Noire. À présent, ce port abritait toute l'armée ionienne. Ses trières étaient remplies de fiers soldats grecs. C'était une cible formidable. Mais Artapherne était bien au fait de la discorde qui régnait parmi ses anciens sujets. Il savait que pour démêler l'alliance grecque, il lui suffirait simplement de tirer sur le bon fil. Et ce fil, Artapherne le trouva. La mutinerie guettait les navires grecs, ces marins ayant été réduits à l'épuisement par leur impitoyable amiral de Nice, le Phocéen. Artapherne avait trouvé le point faible de Milet. À présent, il ne lui restait plus qu'à lui porter le coup fatal. Après la capture de Milet, la rébellion grecque s'effondra. Le souvenir de l'incendie de Sardes, toujours frais dans leur esprit, les Perses frappèrent brutalement les derniers rebelles, brûlant ainsi qu'un feu purificateur villes champs et sanctuaires.
Les cendres et les eaux noircies étaient les seules traces restantes de l'hubris d'Aristagoras. Pour la plupart, cette vengeance eût été suffisante. Mais pour le grand roi de Perse, le châtiment devait être absolu. Si un seul rebelle cherchait à échapper à la punition, alors Darius aurait bientôt affaire à des Bactriens récalcitrants, aux Babyloniens arrogants, ou encore aux Égyptiens, pour qui la paix n'était qu'un interlude entre les soulèvements. Non, il restait encore un ennemi impuni. Les hommes qui avaient navigué à travers la mer Égée pour piller le royaume du grand roi. 3 fois chaque soir au dîner, un serviteur murmurait à l'oreille de Darius. « Maître, n'oubliez pas les Athéniens. » Ainsi, le grand roi ordonna la construction d'une flotte puissante, et il la confia au meilleur de ses commandants, Datis. Au premier souffle des vents étésiens, Datis lança ses navires de guerre sur la mer Égée, leurs proues dirigées vers la Grèce. À l'époque, la plupart des flottes voyageaient le long de la côte et revenaient vers la rive chaque nuit. Mais Datis avait un autre plan. Il se frayerait un chemin jusqu'aux îles de la mer Égée, en commençant par Naxos, où, il y a bien longtemps, l'échec d'Aristagoras avait engendré tant de problèmes pour les Grecs. Telle était la fureur des Perses. Tel était le sort réservé aux traîtres, aux parjures et aux impies. Et bien que les Athéniens n'aient envoyé qu'une vingtaine de navires au secours des Ioniens, eux aussi allaient connaître la fureur du grand roi. La panique gagna Athènes. En ce temps-là, la cité n'était pas encore une puissante métropole. Elle ne possédait pas de flotte, pas d'empire, pas de Parthénon. Même sa démocratie n'avait encore qu'une vingtaine d'années. Pourtant, tel un bateau de pêcheurs au cœur de la tempête face à une vague immense, la petite cité d'Athènes était à 2 doigts de sombrer. En bons démocrates, les Athéniens élisaient leurs généraux, 10 par an. Ce furent ces hommes qui débattirent de la situation. Parmi ces généraux se trouvait Aristide. On l'appelait aussi Aristide le Juste. Un homme droit comme on n'en rencontre jamais. Son engagement envers sa ville était sans faille. À ses côtés se tenait Thémistocle, son éternel rival. Thémistocle était un étranger né d'une famille obscure, aux idées radicales et audacieuses. Il était rusé et plaçait l'opportunisme avant la justice. Mais en ces temps désespérés, et malgré leur ambition, tous s'accordèrent sur une chose, c'est le puissant Miltiade qui devrait les guider. Celui-ci ordonna aux Athéniens de se rassembler sur la plaine de Marathon, afin d'y attendre les Perses. Mais il restait peu de temps. Par-delà le golfe de Bé, les Athéniens virent les Perses brûler Érétrie. Et ils étaient les prochains. Marathon se solda par une victoire écrasante. Ces combattants sont connus sous le nom de Marathonomaques. Parmi eux, le grand tragédien Échille, dont la pierre tombale ne mentionne aucune de ses pièces, mais seulement sa participation à la bataille. Une fois l'ennemi vaincu, les Athéniens dormirent sur leurs 2 oreilles, à l'exception de Thémistocle, qui aspirait à la même gloire que Miltiade. Non que Miltiade demeura un héros très longtemps. L'année suivante, suite à une expédition sur l'île de Paros, il fut rapidement jeté en prison par les Athéniens et y mourut peu après d'une blessure gangrénée à la jambe. Les grands hommes, voyez-vous, connaissent très rarement une grande fin. Mais l'absence de reconnaissance n'était pas la seule chose qui empêchait Thémistocle de dormir. Il savait que les Perses ne tarderaient pas à revenir et qu'Athènes n'était pas prête à les recevoir. Le jour où les Athéniens découvrirent un riche filon d'argent, Thémistocle fit une proposition. Qu'on l'utilise pour bâtir une flotte de guerre et transformer ainsi leur banale cité en une puissance maritime.
Son rival Aristide s'y opposa, comme on peut s'en douter. La menace perse a disparu, disait-il. Une flotte est une chose sordide pour des hommes sordides. Les Athéniens employaient une méthode efficace pour régler ce genre de différend. L'ostracisme. Lors d'une élection classique, les Athéniens votaient pour celui qui faisait la proposition la plus extravagante. Lors d'un ostracisme, les citoyens votaient pour bannir le politicien qu'ils trouvaient le plus exécrable. C'était l'opportunité qu'attendait Thémistocle. S'il parvenait à faire ostraciser son éternel rival Aristide, il aurait sa flotte et sa chance d'atteindre enfin la gloire. Comme Thémistocle l'avait prédit, les Perses préparaient une autre invasion. Le roi Darius était mort, mais Xerxès, son fils, n'était pas moins belliqueux. En effet, il ne cherchait pas juste à punir Athènes, mais à conquérir la Grèce entière. Ce nouveau grand roi convoqua toutes les forces du vaste royaume perse. Les Sakas et leurs haches aiguisées, les Syriens aux casques de bronze, les Éthiopiens drapés des peaux de léopard et armés d'arcs de bois. Aux Dardanelles, ils se rassemblèrent par milliers. Une armée si nombreuse qu'elle assécha les rivières. Le grand roi ordonna la construction d'un pont flottant entre l'Europe et l'Asie. Les deux continents se retrouvant liés tels deux bœufs mal assortis. Xerxès cherchait à soumettre la mer elle-même à sa volonté. Les Grecs convoquèrent un conseil. De nombreuses villes s'étaient déjà soumises à Xerxès, offrant ainsi la terre et l'eau qu'il exigeait. Mais d'autres villes choisirent de se battre. Elles jurèrent d'unir leurs forces et de cesser leurs querelles les unes contre les autres. Chose tout à fait extraordinaire pour les Grecs. Ensemble, les villes grecques alliées échafaudèrent un plan. Le roi Léonidas de Sparte marcherait jusqu'au col des Thermopyles. Là, il attendrait l'armée perse. Pendant ce temps, Thémistocle et la flotte grecque prendraient position au cap Artémision. Comptant sur l'avantage du terrain étroit et galvanisés par l'énergie du désespoir, les Grecs espéraient endiguer l'invasion perse, ou la contenir suffisamment pour gagner du temps. Voyant leur ville complètement exposée aux envahisseurs perses, les Athéniens désespérés se tournèrent vers le dieu Apollon. À Delphes, la prêtresse d'Apollon, une femme toujours sage et gracieuse, formulait les prophéties du dieu sous forme d'énigmes cryptiques. Mais cette fois-ci, son conseil aux Athéniens était étrangement clair et totalement terrifiant. « Fuyez, leur dit-elle, fuyez jusqu'au bout du monde. » Les Athéniens demandèrent une seconde audience. Apollon, pardonnant cette impertinence, offrit cette fois une lueur d'espoir. « Quoi qu'il arrive, » entonna la prêtresse, « le mur de bois resterait intact. » C'était très encourageant, jusqu'à ce que les Athéniens réalisent qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'était ce mur de bois. Certains dirent qu'il s'agissait de la palissade autour de l'acropole et voulurent y installer les défenses. Mais Thémistocle persuada les Athéniens du contraire. Le mur de bois, disait-il, désignait la flotte. C'est ainsi que les habitants d'Athènes éteignirent leur foyer, délaissèrent les tombeaux de leurs ancêtres et descendirent péniblement jusqu'au port du Pirée pour embarquer sur les navires avec tout ce qu'ils pouvaient porter. Après avoir envoyé femmes et enfants de l'autre côté du golfe Saronique, la flotte s'amarra dans la baie de Salamine avec le reste des alliés grecs. De là, ils virent impuissants les Perses marcher sur Athènes et incendier leurs maisons sans défense. Tels des taureaux qui atteignent l'autel sacrificiel et s'effraient de la foule en délire, les alliés paniquèrent. Ils voulurent fuir. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Les Perses bloquaient les deux sorties du détroit de Salamine, piégeant la flotte grecque.
Certains disent que c'est l'intrigant Thémistocle lui-même qui avait averti le grand roi, forçant ses alliés à se tenir à ses côtés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais que Thémistocle ferait n'importe quoi pour son peuple. Désormais, pris au piège dans le détroit de Salamine, les Grecs n'avaient que deux options: la victoire ou la mort. Telle une proie, acculée par un chasseur prêt à être achevé, qui dans un dernier élan de désespoir éventre son bourreau, les Grecs surprirent Xerxès et le vainquirent. Thémistocle saisit cette occasion. Il tendit un nouveau piège au grand roi, prétendant que les Grecs iraient jusqu'au détroit des Dardanelles afin de détruire la passerelle des Perses vers l'Asie. Écœuré et n'en pouvant plus de la Grèce, Xerxès s'enfuit aussi vite que les porteurs de son palanquin purent le porter. Les Grecs, pourtant toujours enclins aux luttes intestines, avaient été témoins du pouvoir de l'unité. Sous le règne de Pausanias, régent de Sparte, ils formèrent une grande alliance dont le but n'était plus seulement de protéger la Grèce, mais de livrer bataille au-delà de la mer Égée, sur les terres du grand roi. Leur première cible ne fut pas des moindres, l'île de Chypre, au cœur des eaux perses. Seuls les Phéniciens et les Égyptiens fournissaient plus de navires à Xerxès que les nombreux royaumes de Chypre. La puissante flotte grecque prit la mer vers l'est. Une telle armée n'avait plus été vue depuis le règne d'Agamemnon. Une immense tapisserie de voiles, marquée des fiers symboles de nombreuses villes. Ils traversèrent la mer sombre, en direction du cœur même de l'Empire perse. Les Grecs se sentaient invincibles. Comment ne pas l'être après la victoire miraculeuse à Salamine et la frappe audacieuse contre Chypre? Leur prochaine cible fut Byzance, plus qu'une simple ville. Cette cité était une passerelle entre les continents, et ses ports animés accueillaient des marchands du monde entier. Mais un danger pesait sur la flotte grecque. Pausanias commençait à traiter ses alliés comme un despote traite ses esclaves, en utilisant la menace au lieu de la persuasion, en exigeant plutôt qu'en demandant conseil. Les alliés, furieux de l'arrogance de Pausanias, confièrent leur plainte au plus incorruptible des hommes d'État athéniens, Aristide le Juste. Et Aristide, peut-être irrité par l'injustice, ou voyant une opportunité pour Athènes, ou encore inspiré par les talents de stratège de Thémistocle, commença à se demander si Athènes, et non Sparte, devrait prendre la tête de l'alliance grecque. Des accusations s'élevèrent contre Pausanias, jusqu'à ce que Sparte finisse par le rappeler. Et dans les bras accueillants d'Athènes, les alliés se précipitèrent. Les Athéniens formèrent une nouvelle alliance, la Ligue de Délos. Chaque année, ses membres envoyaient à Athènes de l'argent ou des navires pour la défense commune. La plupart optaient pour l'argent. Ainsi, nées de nombreuses petites sources, un torrent de richesses afflua vers Athènes. La puissance athénienne dépassait désormais les ambitieux rêves de Thémistocle. D'une flotte assemblée à la hâte à la maîtrise d'une redoutable ligue. Après tout cela, on pourrait croire que Thémistocle serait populaire. Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi à Athènes. Jaloux, ses rivaux complotaient contre lui et planifiaient sa chute. Et au fil des années, Athènes aussi s'attira la suspicion de ses alliés. La menace perse étant repoussée, ils se demandaient pourquoi continuer à honorer cette cité. Les vents de la mer Égée charriaient leur mécontentement. C'est ainsi que la Ligue de Délos devint l'Empire athénien.
Et Thémistocle, comme tous ceux qui avaient eu le pouvoir à Athènes, connut la chute. Exilé de chez lui par des rivaux jaloux, finalement, il offrit ses services au grand roi de Perse, qui pensa que celui qui avait été leur plus grand ennemi pourrait s'avérer leur serviteur le plus utile. Thémistocle finit ainsi ses jours en sujet fidèle des Mèdes. Comme je le disais, les grands hommes connaissent rarement une grande fin. Les décennies passèrent. L'empire athénien connut de nouveaux sommets sous la direction du sage Périclès, qui gouvernait avec Aspasie, sa bien-aimée. Athènes, réduite en cendres quelques décennies plus tôt, était une métropole merveilleuse, resplendissant de marbre brillant. Prospère et confiante, la ville d'Athéna vit naître un âge d'or de l'art, de la philosophie et de l'architecture. Mais l'époque où Athènes combattait aux côtés de Sparte était depuis longtemps révolue. La Grèce se fractura en deux grandes puissances, l'Empire athénien et la Ligue du Péloponnèse, qui se tournaient autour comme des loups aux yeux jaunes. Nul besoin de la clairvoyance d'Apollon pour voir venir la guerre. Sur Terre, personne ne résistait aux Spartiates, dont les hommes consacraient leur vie à la guerre. En mer, la flotte athénienne était sans égale. Et comme Athènes était reliée à son port par un ensemble de longs murs, la marine pouvait alimenter la ville indéfiniment, en cas de siège ennemi. Toute la Grèce retenait son souffle, tel un public attendant l'arrivée d'un cœur tragique, sachant que des choses à la fois grandes et terribles allaient se dérouler. La peste emporta Périclès, et avec lui, la main de fer d'Athènes. Périclès a peut-être eu de la chance. Il est mort au sommet de sa gloire, avant d'avoir connu l'inévitable déclin et la chute des grands hommes d'Athènes. Mais assez parlé d'Athènes, évoquons le Péloponnèse, la patrie des Spartiates, où des montagnes escarpées surplombent des plaines secouées de séismes. Le long du littoral accostaient des pillards athéniens. Les proues de bronze des trières transperçaient les côtes du Péloponnèse, lâchant des essaims d'hoplites vengeurs, tels des frelons. La plupart des Spartiates n'étaient pas aptes à faire face à ces raids. Ce peuple a toujours été indolent et pondéré. Cependant, le général Brasidas n'était pas un Spartiate ordinaire. Il était énergique, sociable, éloquent, vif d'esprit et rapide dans ses actions. Lorsque les pillards athéniens arrivèrent à Métone, la ville implora la venue d'un tel sauveur. Si seulement Brasidas pouvait arriver à temps. Les Spartiates accueillirent Brasidas en héros. Au premier jour de la guerre, l'occupation de l'Attique par les Spartiates s'éternisait et la victoire ne venait toujours pas. Brasidas devint l'une des rares figures d'espoir, le gardien de l'honneur de Sparte contre les dangereux pirates athéniens. Mais les Athéniens mettaient en péril plus que l'honneur de Sparte. Les troubles dans le Péloponnèse menaçaient les fondations de la société spartiate. Plusieurs siècles auparavant, les Spartiates avaient traversé les montagnes de Messénie. Ils avaient conquis tout le peuple et l'avaient contraint à un esclavage perpétuel. Par la suite, les Messéniens devinrent des Ilotes et furent réduits en esclavage par leurs maîtres spartiates. Les Spartiates étaient complètement dépendants des Ilotes. Dépendants et terrifiés. Car ils savaient qu'à la moindre opportunité, les Ilotes se feraient une joie de se retourner contre leur maître. Tel un champ d'herbes sèches, il suffirait d'une seule étincelle pour embraser le Péloponnèse tout entier. Et les Athéniens en étaient conscients. Brasidas enfila son casque,
son panache en crin de cheval bercé par la brise salée, et il s'avança vers la côte. Les Spartiates luttèrent raid après raid. Mais ils savaient que l'afflux de navires se poursuivrait, à moins qu'ils ne parviennent à détourner habilement l'attention des Athéniens. Une opportunité se présenta bientôt, grâce à une suggestion du rusé roi de Macédoine, Perdiccas. Il rapporta que bon nombre d'alliés d'Athènes, tout au nord, hésitaient à s'engager. Des fruits mûrs, peut-être, à cueillir dans les rangs de l'alliance ennemie. Un vrai périple pour des Spartiates, qui passaient le moins de temps possible loin de leur patrie. Mais Brasidas n'était pas comme la plupart des Spartiates. Il rassembla une armée, décuplant sa puissance grâce à des milliers d'Ilotes à qui il promit la liberté en échange de leur bravoure. Ils marchèrent vers le nord, les Spartiates couverts de rouge en tête. Ils étaient prêts à plonger leurs lances dans le flanc à découvert de l'Empire athénien. Brasidas vécut juste assez longtemps pour savoir qu'il était victorieux. C'est, pour les Grecs, la meilleure façon de mourir. S'éteindre au plus haut niveau de la gloire. Certains disent qu'il y avait quelque chose en Brasidas qui cherchait la mort. Quelque chose qui l'y poussait. Pour lui, pas question de vieillir tranquillement en soignant ses vignes. Il mourrait sous les yeux d'Arès. Les Grecs sont toujours en guerre, mais en général, ils résolvent vite les choses. Ils trouvent la plaine idéale, s'alignent les uns en face des autres et règlent leurs désaccords en un unique affrontement brutal. Mais ce nouveau type de guerre interminable était épuisant. Et avec les morts de Brasidas et de Cléon, Sparte et Athènes avaient toutes deux perdu leurs chefs les plus dynamiques. Elles se tournèrent vers la diplomatie et signèrent donc un traité de paix qui devait durer 50 ans. Moins d'une décennie plus tard, elles se battaient à nouveau. Et les Athéniens, toujours premiers à prendre d'horribles décisions, déterminèrent que l'ouverture d'un nouveau front parfaitement inutile en Sicile les mènerait vers la victoire. Les Athéniens essayèrent d'encercler la capitale sicilienne de Syracuse d'un grand mur de pierre. Pour les en empêcher, les Syracusains tentèrent de bâtir leur propre contre-mur. L'art des sièges grecs à leur apogée. Après des mois à bâtir des murs et des contre-murs, la détermination des Syracusains commença à vaciller. Or, juste à temps, des renforts arrivèrent tout droit de Sparte. L'expédition sicilienne fut prévue à la hâte, exécutée maladroitement et connut une fin atroce. Chassés de Syracuse jusqu'à la rivière Asinaros, les Athéniens y furent harponnés tels des thons dans une eau ensanglantée. Cette défaite aurait dû sonner le glas de l'Empire athénien. Mais tel l'hydre aux nombreuses têtes, Athènes se remit de toutes ses blessures. Tant qu'ils pourraient se retrancher derrière leurs murs et s'approvisionner par la mer, les Athéniens ne se rendraient jamais. Lysandre le savait. Sparte l'avait fait amiral d'une flotte qui n'existait pas encore. Eh bien, cet affront était une insulte dans sa vie dérisoire. Mais Lysandre était déterminé. Il savait que Sparte avait besoin d'une flotte, et donc d'argent. De l'argent réel, pas les pointes de fer que les austères spartiates utilisaient comme monnaie. Alors Lysandre navigua vers l'Ionie pour rencontrer le prince perse Cyrus le Jeune. Il passa un marché avec le vieil ennemi, l'or perse contre une flotte spartiate, et la pénible marine athénienne serait enfin réduite à néant. Tel un faucon sanguinaire, fondant sans crier gare sur une meute de choucas effrayés,
Lysandre détruisit la flotte des Grecs qui ne vit rien venir. Enfin, la flotte qui protégeait Athènes des horreurs du siège avait été vaincue. Voulant la victoire, Lysandre s'abattit sur Athènes, non sans avoir chassé toutes les garnisons athéniennes d'Asie mineure, autant de bouches à nourrir dont la cité devrait s'occuper. Aucune flotte, aucun doute. Aucune loi mortelle ou divine ne se tenait plus entre Lysandre et son triomphe tant convoité. La fière Athènes, qui avait été autrefois gorgée des fruits de son empire, était affamée. Frêle et tremblant, sans ressources, les Athéniens supplièrent Lysandre de lever son siège. Pour s'assurer qu'Athènes serait toujours à sa merci, Lysandre fit abattre les murs de la ville au son moqueur de la musique des Olétrides. Lysandre était enfin victorieux, et pour assurer sa postérité, à Delphes, centre du monde grec, il fit dresser une statue de bronze à son effigie. Mais, comme vous devez le savoir à présent, les grands hommes connaissent rarement une grande fin. Peu de temps après, Lysandre fut tué, et son héritage bafoué par ses propres rois. Son souvenir entaché par des accusations d'hubris, de violence et de cupidité. On pourrait croire qu'après quelques 30 ans de guerre, les Grecs se calmeraient un peu. Tout du moins, pour un temps. Hélas, il ne fallut pas longtemps pour qu'éclatent de nouvelles querelles. Que de nouvelles alliances, de nouvelles ligues, de nouveaux empires se forment et s'entretuent. Pour l'or, la terre, la gloire. Parfois même sans raison particulière. Non. Les Grecs ne seraient jamais unis par choix. Seulement par nécessité. Ou par la contrainte. En effet, bientôt viendrait le jour où, par la force, les Grecs seraient contraints de s'unir par un homme encore plus rusé que le grand Thémistocle, encore plus rapide que le grand Brasidas, encore plus impitoyable que le grand Lysandre. Un homme dont les ambitions seraient dignes des plus grands rois. Mais il se fait tard. Et je suis fatigué. Je vous raconterai la suite un autre jour.